Ok, bonjour tout le monde, ça va? C'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Non, ça va pas. Comment ça? Ouais, écoute, bon, ouais. Ah, au moins, on n'a pas démarré à 8 heures. C'est déjà ça? Enfin, certains peut-être. Ouais, ok. Vous avez ma compatie. Oui, donc, on a 1h20 pour réfléchir ou essayer d'apprendre quelque chose sur l'évolution de la coopération. Et globalement, ce que l'on va faire, c'est de d'abord se poser la question, est-ce que c'est important de comprendre ça ou pas? Quel est le sujet? Pourquoi c'est une question qui mérite d'être posée? Et en fait, dans l'introduction, je vais essayer de vous expliquer pourquoi la coopération pose un paradoxe pour la théorie de l'évolution par sélection naturelle. C'est ça l'intérêt de la question. Une fois qu'on a compris ça, on va examiner les différentes hypothèses qui ont été avancées pour résoudre le paradoxe. Donc la première était la sélection de groupe. Donc on aura des individus, des organismes qui vont agir pour le bénéfice du groupe et pas pour un bénéfice individuel. Et on verra qu'il y a des arguments pour et contre. La deuxième proposition, c'était de la kin selection ou sélection de parentèle. En quelque sorte, l'idée c'est que les individus qui vont coopérer, s'ils ont un lien de parenté, parce qu'ils partagent un certain nombre d'allèles, un certain pourcentage d'allèles. Plus on est proche génétiquement, plus on devrait coopérer. C'est un peu ça la proposition de la kin selection. Et on voit même si c'est une explication, ma foi, assez valable de certains comportements ou exemples de coopération, cela n'explique pas tout. Donc on a besoin d'autres modèles, dont l'altruisme réciproque, que l'on peut comprendre par quelques modèles qui viennent de la théorie des jeux. Et on va finir par essayer de regarder. Donc ça va devenir de plus en plus théorique. Kin selection en reste en biologie, altruisme réciproque, on va aller dans le monde un peu plus théorique, et on va revenir à la biologie pour essayer de trouver des modèles qui nous aident à comprendre le mutualisme entre espèces, coopération entre deux espèces. Et on va terminer par les différentes conditions qui, en fait, permettent l'évolution de la coopération, qui ne sont pas en conflit avec la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Donc, quel est le paradoxe de la coopération? La coopération, c'est quoi? C'est un comportement qui va bénéficier à un autre individu. Soit un comportement mutualiste. Dans le cas d'un mutualisme, on a deux partenaires. Chacun va aider l'autre et donc tous les deux, on tire un bénéfice. À côté de ça, on a aussi l'altruisme. Et donc, dans une relation altruiste, il y a un partenaire qui est le donateur. Il va supporter un coût et le récipient, le receveur, qui va en tirer un bénéfice. Et le problème, c'est que ces deux types de comportements semblent totalement incohérents avec la sélection naturelle, qui est basée sur la compétition entre des individus à chaque génération. Et la première personne d'avoir soulevé ce paradoxe ou ce problème, ce n'était pas un biologiste, c'était un anarchiste russe qui s'appelait Kropotkin, qui vivait à Londres, c'était un exilé russe. Et après la publication de Sur l'origine des espèces de Darwin, donc c'est un ouvrage une œuvre qui a eu énormément de retentissement
sur la deuxième moitié du 19e siècle pour les biologistes et aussi pour, dans le domaine sociologique et politique. Donc, certains penseurs britanniques ont repris des idées de Darwin en disant oui, voilà, on doit appliquer les mêmes principes à la gestion politique du pays. C'est une lutte entre les individus et c'est les meilleurs qui vont gagner, des choses comme ça. Donc Kropotkin, en tant qu'anarchiste, il était outré par ça et il ne pouvait pas accepter un petit peu l'application du darwinisme dans la sphère sociale. Donc il s'est dit non, je refuse ça. Et d'ailleurs, c'est même pas cohérent avec la biologie. Donc il a publié un bouquin sur la coopération où il a pointé tous les exemples où la coopération et non pas la compétition entre individus existait en biologie. Pour dire, voilà, vous avez tort d'imaginer que la biologie fonctionne comme ça. Et donc ça, c'est quand même intéressant parce que, curieusement, pour un non-professionnel, c'était pas un scientifique, il avait néanmoins mis le doigt sur quelque chose d'important, Kropotkin. Et parce que, quand on regarde bien, dans le vivant, il y a énormément d'exemples de coopération entre organismes. Donc, au sein d'une espèce, on peut avoir des exemples de partage de ressources. Donc, ça, ce sont des chauves-souris vampires. Donc, toutes les nuits, elles volent, elles quittent la grotte, elles vont essayer de trouver un repas sanguin. Quand elles retournent, il y en a qui ont trouvé à manger, d'autres non, et il y a un phénomène de partage de nourriture entre des individus. Donc, c'est une coopération. Chez de nombreuses espèces d'oiseaux, s'il y en a un qui perçoit un rapace qui est dans le coin, qui risque de les attaquer, il va lancer un cri d'alarme. Donc tous les autres oiseaux cherchent autour, ils regardent le rapace et ils se mettent ensemble pour chasser le rapace. Donc ça, c'est un comportement coopératif. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour l'oiseau qui lance l'alarme, c'est un comportement altruiste parce que cela aide tous les autres à réagir, mais pour lui-même, pour l'oiseau qui lance le cri, bah, il attire l'attention sur lui, en quelque sorte. Donc cela il comporte un certain risque. Mais néanmoins, c'est plusieurs espèces d'oiseaux qui montrent ce comportement. Et l'exemple peut-être le plus extrême de coopération intra-espèces, c'est chez les insectes sociaux, donc les abeilles ou les fourmis, qui vivent en grandes colonies. Et dans ces colonies en ruche, la plupart des femelles ne se reproduisent pas. Donc si vous vous souvenez que la valeur sélective d'un individu, c'est viabilité multipliée par sa fertilité, bah, toutes les abeilles ouvrières n'ont zéro fertilité. Elles passent toute leur vie pour aider la reproduction de notre individu. Donc c'est un comportement 100% altruiste pour favoriser la reproduction de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un exemple extrême, et on a un niveau d'intégration de ces sociétés d'insectes qui est très impressionnante. D'autres cas, et aussi, ce sont des stratégies qui sont gagnantes. Okay, les fourmis sont un groupe d'insectes avec un énorme succès. On les retrouve un peu partout dans le monde, et en termes de biomasse, vraiment, c'est une des groupes d'insectes qui campent le plus. Donc, c'est une stratégie gagnante. Si on regarde bien aussi, on a des comportements coopératifs interespèces qui sont très fréquents, les symbioses. Donc, chez les lichens, donc ce sont des symbioses entre des moisissures et des algues photosynthétiques ou des cyanobactéries. Pareil pour les coraux. Et aussi, on a pas mal de relations symbiotiques entre, par exemple, les poissons et les anémones. Chacun en tire un bénéfice dans leur relation. Et pareil, ces relations symbiotiques sont absolument pas rares dans la biologie. Elles sont très fréquentes et souvent jouent un rôle très très important
dans les écosystèmes. Donc c'est pour ça que c'est une question importante, l'évolution de la coopération. Parce que les systèmes où on a une coopération en biologie, ma foi, c'est une partie importante de biosphère. OK. Donc, c'est ça la question. Alors, première tentative d'expliquer l'évolution de la coopération était proposée par M. Wynne Edwards, c'est un zoologue britannique dans les années 1960. Et lui, il proposait que certains comportements chez les animaux avaient évolué pour le bien de l'espèce et non pas pour le bien de l'individu. Et en particulier, il avait proposé que la gestion de ressources chez des animaux grégaires était quelque chose d'évolué. C'est-à-dire que au sein du groupe, chaque animal va limiter sa propre consommation de l'herbe ou de la ressource quelconque. Et du coup, le groupe va bénéficier. Parce que si tous les individus essayaient de maximiser leur consommation personnelle, à la fin, il n'y aurait plus assez à manger pour personne et tout le groupe disparaîtrait. Donc c'était un peu ça sa proposition. Donc il a publié ça, mais par la suite il a été critiqué par de nombreux biologistes pour des raisons un peu théoriques. C'est-à-dire que les experts en génétique des populations disaient, mais non, ça ne peut pas marcher parce que, ok, là, ce que vous dites, Monsieur Wynne Edwards, c'est que on a des individus qui vont avoir un certain comportement pour le bénéfice du groupe. Mais le problème avec ça, c'est que d'autres individus dans la même population, ils vont tricher. Donc eux, ils vont essayer de maximiser leur consommation personnelle. Et donc, à la fin, eux, ils vont survivre mieux que tous les autres qui se limitent. Donc, votre système ne pourra pas marcher. Parce que la compétition intra-groupe aura toujours un bénéfice plus fort que de la coopération, en quelque sorte. Donc, il y avait des théoriciens qui ont dit que ça ne pouvait pas marcher. Et aussi, les écologistes n'étaient pas trop partants pour l'explication de Wynne Edwards. Parce que l'exemple un peu classique, ce sont des courbes prédateur-proie, où on a le niveau de population d'une espèce de proie et un prédateur qui vont montrer les fluctuations dans le temps. Donc, quand on démarre ici, on a beaucoup de proies et très peu de prédateurs. Donc, tous les prédateurs trouvent assez à manger, donc leur population va augmenter. Et la proie, ma foi, puisqu'ils se font bouffer tout le temps, la population va diminuer. Or, il arrive un moment où on a trop de prédateurs, ils ne trouvent pas de quoi manger, donc leur population va diminuer. Et c'est cette baisse ici qui va permettre la récupération de la population de l'espèce de proie. Et donc, à la longue, on aura ces fluctuations et les populations prédateurs et proies vont se stabiliser. Mais on aurait tort d'imaginer qu'on a une sorte de comportement de groupe chez le prédateur ici, pour limiter le nombre de proies qui vont chasser. La stabilité des deux populations, c'est juste une propriété émergente du fait que, bon, on a chaque prédateur ici qui essaie de maximiser sa réussite. Et à la fin, on a un équilibre qui est arrivé à cause du nombre relatif de chaque population. Donc, ce n'est pas un comportement de groupe qui mène à ce type de stabilité dans le niveau de population. Donc, dans les années 60, alors, on avait rejeté un petit peu les propositions de M. Wynne Edwards sur ces deux types d'arguments. Mais néanmoins, ça avait le mérite d'exister et ça a ouvert un petit peu les esprits pour regarder cette question. La coopération, ça existe. Quelle est l'explication? Donc, deuxième hypothèse pour expliquer l'évolution de la coopération, c'est la kin selection, ou sélection de parentèle.
Et avant d'expliquer un petit peu l'idée, je vais faire un petit détour pour faire un rappel sur la valeur sélective darwinienne ou le fitness darwinien. Donc, on avait dit que on peut définir la valeur sélective d'un individu ou d'un génotype en génétique des populations comme la valeur oméga, qui est la viabilité multipliée par la fertilité. Et selon la théorie de la sélection naturelle, à chaque génération, les individus vont être variables. Les individus d'une population ont des variations. Et ce sont des individus qui ont les plus fortes valeurs oméga qui vont fonder la génération suivante. Donc, une des façons d'essayer de valider la théorie, c'est d'essayer de regarder dans une population réelle, essayer de chiffrer un peu la valeur d'oméga et puis voir si ça marche. Mais le problème, c'est que en dehors des cas extrêmes, c'est très très difficile de mesurer la valeur sélective d'un individu dans une population naturelle. Donc, on peut imaginer très facilement que, bon, bah, un individu qui va investir 100% dans sa viabilité va être un individu très très robuste, mais s'il y a zéro reproduction, sa valeur sélective sera zéro, et l'inverse est aussi vrai. Donc, l'optimum de valeur sélective pour un individu, c'est une sorte de quelque part entre ces deux extrêmes. Donc, il faut investir dans la reproduction et dans la viabilité de l'individu. Mais où se trouve l'optimum? Très, très difficile à mesurer dans des conditions réelles. Dans des conditions expérimentales, on peut peut-être le faire, okay, avec des populations de plantes ou d'insectes ou des choses comme ça que l'on peut modifier génétiquement et puis on peut suivre l'évolution de la population. Dans une population réelle, c'est vraiment très, très difficile de mesurer ces valeurs oméga. Donc, ce qu'ont fait des écologistes, un petit peu, pour avancer un petit peu, c'est de tourner les choses à l'envers et de dire, OK, j'accepte que la théorie de sélection naturelle est correcte, et dans ce cas-là, je peux avoir une mesure de la valeur sélective darwinienne des différents individus dans la population si je compte leur descendance à la génération suivante. Donc ça, c'est une définition opérationnelle utilisée par les biologistes en recherche sur le terrain pour essayer de mesurer la valeur sélective darwinienne de différents individus dans une population. Donc c'est la contribution relative d'un individu à la composition génétique de la génération suivante. Ça a un avantage, c'est qu'on peut réellement le mesurer. Donc pour les études, les recherches sur le terrain, il y a une grande utilité d'avoir cette mesure-là. Alors, c'est à ce moment-là que W.D. Hamilton entre sur scène, encore un biologiste britannique, et lui, il a remarqué que cette définition de la valeur sélective d'un individu, il loupait quelque chose. Et il a fait remarquer que non, on ne compte pas correctement là, les écologistes. Là. Ça, disons que votre mesure de la valeur sélective de l'individu n'est pas complète. Pourquoi? Parce que si on imagine cet arbre généalogique ici avec cet individu là-bas, imaginons que cet individu n'a pas de descendance. Sa valeur sélective darwinienne est zéro, pas de descendance. Or, Hamilton, ce qu'il dit, c'est que, imaginons que cet individu-là, par ses comportements, par ses actions, il va aider la survie ou la reproduction de son neveu. Et en fait, cet individu ici, le neveu, il partage certains allèles avec son oncle. Donc même si l'oncle ici n'a pas de descendance directe, par son comportement, en aidant un membre de sa famille, il peut favoriser la transmission de ses gènes, ou plutôt de ses allèles. Et donc ça, c'était le grand
innovation de la pensée de Hamilton. Il a proposé que non, on a tort de centrer notre regard sur les individus, parce que ce qui compte, ce n'est pas les individus qui se reproduisent. Moi, avec mes enfants, je n'ai pas fait une copie conforme de moi-même. Mais c'est mes gènes, les allèles qui sont dans mon ADN, eux, ils se sont reproduits. Donc, Hamilton, il dit, ce n'est pas les individus qui comptent, c'est la transmission des allèles, des gènes qui comptent. Donc, Hamilton, il dit que pour regarder les choses correctement, ce qu'il faut faire, ce n'est pas la valeur sélective darwinienne individuelle, il faut essayer de penser en termes de valeur sélective inclusive, c'est-à-dire favoriser la transmission de ces gènes par sa propre reproduction et aussi par les effets positifs sur la survie ou la reproduction de ses parents. Donc, ça c'est le raisonnement valeur sélective inclusive. Et pourquoi c'est important pour l'évolution de la coopération? Parce que ces actes-là, altruistes vis-à-vis des parents, ce sont des comportements coopératifs. Et donc, avec ce raisonnement-là, on voit pour une fois pourquoi l'altruisme vis-à-vis des parents peut présenter un avantage sélectif au niveau du gène, pas pour l'individu. Et il a donné une inégalité, a proposé une inégalité pour définir, sous quelles conditions un tel comportement altruiste serait bénéfique. Et c'est ce petit truc-là où c'est le coût pour le donneur altruiste. Et on peut imaginer que c'est une réduction de sa valeur sélective darwinienne individuelle. B, c'est le bénéfice pour le récipient. Et R, c'est le coefficient de relation. Donc, c'est dans le cas extrême, on serait d'accord pour sauver la vie de ses propres enfants en se sacrifiant, par exemple. Donc, dans ce cas-là, le coût, c'est 100% pour celui qui fait le sacrifice, bénéfice 100% pour les individus, les enfants qui sont sauvés. C'est un peu ça l'idée. Donc, R, le coefficient de relation, c'est quoi? C'est le pourcentage des allèles qui sont en commun entre les deux individus. Donc, Hamilton, ça c'est la règle d'Hamilton ici, et cela pose des conditions sur un comportement altruiste sera bénéfique en termes de valeur sélective darwinienne, valeur sélective inclusive. Et donc, si c'est un comportement avantageux, alors il peut évoluer par sélection naturelle, parce que cela apporte un avantage sélectif au génotype qui va favoriser ce comportement. Donc c'est la première fois qu'on avait une explication, une hypothèse pour l'évolution de la coopération qui était vraiment compatible avec tout ce qui était théorie des génétiques des populations, des choses comme ça. Alors, petit point sur le coefficient de relation. Donc sa définition, c'est la proportion moyenne d'allèles partagés entre deux individus. Et comment on fait pour le calculer? C'est 0,5 ou 1 sur 2 puissance n fois le nombre de parents communs. Et n, c'est le nombre de pas dans l'arbre généalogique. Donc ici, entre un enfant et un de ses parents, donc on a un pas dans l'arbre généalogique, donc 0,5 puissance 1, 0,5, nombre de parents communs, là on est avec un parent. Donc on partage 50% de nos allèles avec notre père ou notre mère. Pareil pour fratrie, ok. Cette fois-ci on a 1, 2 pas dans l'arbre. Donc 0,5 puissance 2, 0,25, mais deux parents communs. 50% d'allèles partagés entre frères et sœurs, 25% entre demi-frères et demi-sœurs. Pour un oncle, c'est 1, 2, 3 pas. Donc on arrive à 1 sur 8, mais deux parents communs, 0,25. Pour les cousins,
1/8, 0,125. Et donc, plus on s'éloigne dans l'arbre généalogique, okay, moins on a d'allèles en commun. Donc, tout le concept de kin selection, sélection de parentèle, c'est que les comportements altruistes devraient évoluer pour favoriser les parents proches. Et plus un parent est proche, plus on est d'accord pour sacrifier, pour l'aider. Et un peu dans la vie de tous les jours, on peut voir qu'il y a un peu de ça. Donc si mes enfants me demandaient un prêt de 10 000 euros sans intérêt à rembourser on ne sait pas quand, probablement je dirais oui. Si j'ai l'argent, oui, je dis oui. Okay. S'il y a un de vous là qui me demande la même chose, ok, il vaut mieux même pas essayer, c'est pas la peine. Okay. Pas la peine de poser la question. Ok, donc j'ai aucun lien de parenté avec vous. Donc c'est pas la peine que vous me demandiez de faire des grands sacrifices. Donc c'est un peu ça le concept. Ok, donc pour voir si vous avez bien compris le calcul là, le coefficient de la règle d'Hamilton, je vous propose de réfléchir sur ces petites mises en situation. Et vous allez me dire quel est le comportement à faire si on applique uniquement les considérations kin selection, règle de Hamilton. Okay. Ok, je pense qu'il n'y a plus de loups au Japon, à vrai dire. Mais donc il faut imaginer qu'on est dans le temps de Princesse Mononoke. Ok, tout le monde a fait sa petite idée sur notre dilemme moral là? Ok, bon, allez, je vous demande de lever la main pour votre choix. Alors, qui pense que, selon Hamilton, on doit rester sur place sans rien faire? Personne. Qui pense qu'on doit pousser un cri d'alarme? Ouais, pas mal de mains qui montent là. Qui pense que 3, on doit retourner discrètement auprès de la troupe? À peu près autant, c'est 50-50. Et qui veut lancer une attaque héroïque? Ouais, quelques-uns quand même, hein, c'est bien. Ok, donc on avait à peu près 50-50 entre pousser un cri d'alarme, qui est le comportement altruiste, ok, c'est on va être sympa, ou retourner discrètement auprès de la troupe, qui est le comportement égoïste. Alors, la règle d'Hamilton, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est-à-dire, on fait le comportement altruiste si notre inégalité est respectée. Donc, le coût pour le jeune, ah non, pour vous, celui qui aide, c'est quoi le coût? 20% de chance de mourir, c'est ça le coût. Donc, le coût, c'est 0,2. B, bénéfice pour le juvénile. Alors, la vie sauve, c'est la vie ou la mort. Le bénéfice, c'est 1. Coefficient de relation, 0,17. Alors, comment ça marche là? On a l'inégalité n'est pas respectée. Ok? Dans cet exemple,
le coût, c'est le risque qui est supporté par celui qui va lancer le cri d'alarme, est plus élevé que le bénéfice, multiplié par le coefficient de relation. Donc, si on applique la règle d'Hamilton, la réponse est non. Ce n'est pas la peine de risquer sa propre vie pour sauver cet individu. Ben voilà, donc c'est ça, c'est la biologie, c'est pas le moral. Okay, donc c'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais selon la théorie de kill selection, voilà, c'est comme ça qu'il faudrait se comporter. Ok. Donc ça, c'est l'idée. Alors, tout le monde était super emballé par Hamilton et la kill selection dans les années 1960. Mais on est des scientifiques, donc une théorie a beau être belle, mais il faut le valider par les observations. Donc, on a essayé de trouver des exemples dans la biologie pour le valider ou l'infirmer. Et en fait, il existe plusieurs exemples de kin selection. Donc, par exemple, chez plusieurs espèces d'oiseaux, y compris chez les corvidés, quand on a des œufs ou un jeune oisillon qui dans le nid, il y a ces deux parents qui, tour à tour, vont rester à côté du nid ou vont aller chercher de la nourriture. Ils partagent les tâches. Mais souvent, il y a un troisième adulte qui les aide, okay, pour protéger le nid. Et dans ce cas-là, en regardant les individus impliqués, c'est très majoritairement le troisième individu qui aide les parents, c'est un parent proche. Souvent, c'est un grand frère ou une grande sœur des oisillons qui sont dans le nid. Okay, donc vraiment, on a une aide qui est ciblée vers les parents dans cet exemple-là. À l'autre extrême, on a un phénomène de cannibalisme qui est un comportement rare hein, chez les vertébrés. Néanmoins, cela existe chez certaines espèces de salamandres. Et donc, cela a l'air d'être totalement l'inverse de la kin selection. Parce qu'on va manger ses congénères. Mais en regardant bien, donc chez cette espèce de salamandre, il y a deux morphotypes. Lors du développement des têtards, il y en a un qui va qui va développer un gros mâchoire et va commencer à manger les autres. Et en fait, en regardant bien, les individus cannibales mangent préférentiellement des individus non apparentés. Donc, il épargne ses parents proches. Et troisième exemple, c'est vraiment le truc qu'Hamilton a proposé, qui a fait la renommée de sa théorie, c'est qu'il proposait que la kin selection expliquait la coopération extrême que l'on retrouve chez les insectes, chez les abeilles, chez les fourmis. Parce que les hyménoptères ont une mode de reproduction haplodiploïde. Alors, pourquoi l'haplodiploïdie expliquerait la coopération extrême chez les abeilles, par exemple? Alors, l'haplodiploïdie, ça veut dire que les femelles sont diploïdes et les mâles sont haploïdes. Donc, lorsqu'il y a la fertilisation des œufs de la reine par le faux bourdon, le drone, c'est pour ça que c'est D. Les gamètes du faux bourdon, c'est la copie conforme de son génome. Okay, les gamètes de la reine, c'est formé par méiose, ils vont avoir moitié des allèles sur un jeu de chromosomique et la moitié sur l'autre jeu. Donc, cela va nous donner une population de travailleuses. Et pour toutes les travailleuses, elles ont un jeu de chromosomes dérivé entièrement du faux bourdon et l'autre jeu de chromosomes qui est dérivé des deux jeux de chromosomes de la reine. Donc, leur coefficient de relation entre elles, c'est pas 0,5 comme entre vous et votre frère et votre sœur, c'est 0,75. Donc, les travailleuses n'ont pas accès au faux bourdon, donc elles ne peuvent pas se reproduire pour donner des femelles, mais les œufs non fécondés vont développer en mâles. Donc, en théorie, une travailleuse pourrait prendre des œufs et se reproduire individuellement.
Or, ce qu'a remarqué Hamilton, c'est que si une travailleuse pondait des œufs, le coefficient de relation entre la travailleuse et son fils, entre guillemets, serait seulement de 0,5. Donc, selon Hamilton, les travailleuses, ou le génome des travailleuses, a plus intérêt à favoriser la reproduction de la reine que de favoriser sa propre reproduction individuelle. Et c'est pour ça qu'elles sont prêtes à travailler toute leur vie sans laisser le moindre descendance directe. Valeur sélective darwinienne individuelle pour toutes les travailleuses, c'est 0. Mais la valeur sélective inclusive, définie par Hamilton, c'est pas 0. Okay, parce qu'elle favorise la reproduction d'un parent. Donc ça, c'était aussi la première fois qu'on avait une explication vraisemblable pour le niveau extrême de coopération chez ces animaux. Donc c'était vraiment attirante comme théorie. Alors, par la suite, évidemment, on essaye de le valider ou pas. Et là, on est moins sûr. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien, on a plusieurs mâles dans une ruche qui contribuent à la fertilisation de la reine. Donc, la réalité, c'est que le coefficient R entre les travailleuses n'est pas vraiment 0,75. Quand on regarde bien, il existe des espèces d'hyménoptères qui ont un mode de reproduction haplodiploïde, mais qui sont solitaires. Donc, c'est le cas de cette espèce d'abeille et cette espèce de guêpe. Ce sont des espèces haplodiploïdes, mais solitaires. Donc, l'haplodiploïdie n'est pas suffisant pour pousser une espèce d'aller vers une coopération extrême. Et aussi, d'autres espèces d'insectes sociales, les termites, ne sont pas haplodiploïdes. Donc, ce n'est pas non plus nécessaire pour qu'une espèce insecte devienne extrêmement intégrée, développe un niveau de coopération extrême. Donc, l'haplodiploïdie n'est ni nécessaire ni suffisant pour entraîner l'évolution de comportement social. Mais néanmoins, les insectes sociaux sont rares en dehors des hyménoptères. Donc, l'haplodiploïdie est considérée comme toujours un facteur important. OK. Alors, kin selection, pour que ça marche, évidemment, il faut être capable de reconnaître qui est mon parent. OK? Donc ça, c'est vraiment important. Donc, chez les mammifères, chez les oiseaux, on a un comportement, la plupart du temps, soit les deux parents élèvent les portées de jeunes animaux, ou peut-être des fois uniquement la mère. Mais néanmoins, les juvéniles à chaque génération voient qui c'est, qui est leur frère et sœur, et on a des cerveaux assez développés et la vision, l'ouïe et tout ça qui peuvent nous permettre de reconnaître qui est qui dans une population. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème pour reconnaître qui fait partie de sa famille dans ces cas-là. Donc chez l'exemple de salamandre, là, les individus ne savent pas qui sont leurs parents. Les œufs sont pondus dans une mare quelque part, et puis les parents ne s'en occupent absolument pas. Tous les œufs fertilisés vont éclore, donc on aura juste une masse d'individus, et il n'y a aucun moyen pour un individu de vraiment reconnaître visuellement qui est qui. Mais en fait, apparemment, il y a un phénomène d'odorat. Donc, les individus sont capables chimiquement de reconnaître qui est un parent proche. Alors, pour les insectes sociaux, ce n'est pas vraiment l'individu qui est reconnu comme faisant partie de la famille, c'est plutôt tout le monde qui est dans la ruche qui est reconnu comme faisant partie de la famille. Et donc, devant la ruche, il y a des abeilles de garde qui filtrent les entrées, et elles vont reconnaître l'odeur de la ruche qui vient de la cire dans les cellules. Et c'est un peu pareil chez les fourmis, il n'y a pas vraiment de reconnaissance de l'individu parce qu'il y a le phénomène d'esclavage chez les fourmis. Donc certains groupes, certaines colonies vont envoyer des fourmis attaquer les autres colonies voisines,
et vont ramener les œufs fécondés. Et donc, les fourmis de l'autre espèce qui vont éclore se comportent comme s'ils faisaient partie de la colonie. Même si tous les autres individus autour d'elles ont une couleur, une taille et une morphologie très très différentes. Donc c'est vraiment, je suis né ici, je fais partie de ce groupe familial. Ok, donc, kin selection, avancée théorique parce que c'était cohérent avec la génétique des populations. Et on avait plusieurs exemples qui semblaient indiquer que la kin selection fonctionne. Alors, un des problèmes, c'est que souvent c'est difficile de distinguer de la sélection de groupe parce que les populations réelles, ils sont dans un groupe, ils ont un comportement d'un groupe, et aussi ils se reproduisent entre eux. Donc le coefficient d'Hamilton, R, il va être très élevé, et on aura le groupe qui bouge ensemble. Donc c'est pas toujours facile de savoir la part des choses. Plus récemment, il y a les gens qui font un peu des approches mathématiques à l'évolution, qui ont dit, bah oui, mais tout ça, est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose au coefficient oméga qu'on a toujours utilisé dans la génétique des populations? Parce qu'on applique ça sur les fréquences d'un génotype et on ne regarde pas vraiment les individus. Donc en théorie, c'est vrai, mais en fait, l'idée d'Hamilton était très importante parce que les biologistes de terrain avaient un peu trop l'habitude de regarder au niveau de l'individu. Et ils avaient oublié un petit peu ces effets indirects. Donc la proposition d'Hamilton était très utile pour rappeler à tout le monde qu'il y a des effets directs et indirects sur la transmission d'un génotype donné. Un autre problème, c'est que certains comportements altruistes ou mutualistes ne favorisent pas les parents. Donc cet exemple ici, où on a des chauves-souris qui partagent leur repas sanguin, on a regardé de près et on ne favorise pas forcément les individus apparentés. Donc ce n'est pas une explication pour tous les comportements coopératifs intra-espèces. Et évidemment, la kin selection ne peut pas expliquer tous les exemples de coopération interespèces. Parce que là, c'est deux espèces différentes qui sont en train de coopérer. Donc, zéro allèle en commun entre les deux espèces. Donc, il faut d'autres modèles théoriques pour expliquer les coopérations dans ces deux cas. Alors, le prochain modèle qui était développé, c'était de se dire, est-ce qu'on peut développer ou comment on peut imaginer l'évolution de l'altruisme réciproque? Okay, l'altruisme réciproque, c'est quoi? Bon, la kin selection, on avait un donneur qui supportait un coût et un receveur qui en tirait un bénéfice. Donc l'interaction était unidirectionnelle. Donc c'est l'altruisme. Okay? L'altruisme réciproque, c'est quoi? C'est que dans chaque interaction, dans une interaction entre deux individus, chacun supporte un coût et son action va bénéficier le partenaire. Mais le bénéfice étant plus grand que le coût qui est supporté, chacun qui rentre dans l'interaction est gagnant. Donc c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Et donc ce type d'interaction-là, ça ressemble beaucoup plus au mutualisme. Okay, les symbioses entre différentes espèces, par exemple. Donc, si on peut comprendre comment l'altruisme réciproque peut évoluer, ça va peut-être nous donner une idée comment a pu évoluer les exemples de mutualisme interespèces. Mais le problème un petit peu, c'est que même si on peut imaginer, on peut voir facilement que le système bénéficie aux deux partenaires, le problème c'est de savoir comment il a pu évoluer au départ et comment l'altruisme réciproque peut rester stable. Parce qu'on peut facilement imaginer que l'un de ces deux partenaires va arrêter de coopérer. Et pour illustrer ça un peu, on va prendre un petit peu l'illustration suivante.
d'une population composée uniquement de coopérateurs. Donc, dans cette population-là, lorsque deux individus vont interagir, ça va être une interaction altruiste réciproque. Donc, chaque partenaire dans l'interaction va payer quelque chose, donc il va supporter un coût de 2 unités arbitraires de valeur sélective darwinienne, mais il va en tirer un bénéfice de 5 unités de valeur sélective. Donc, chaque individu retire un bénéfice net. Okay, c'est gagnant-gagnant. Mais le problème, c'est que, imaginons que l'on a un mutant qui apparaît dans la population, et ce mutant-là n'est pas un altruiste. C'est un peu un tricheur. Donc le mutant, quand il interagit avec un coopérateur, le mutant ici, il donne rien, donc il supporte 0 coût, mais il reçoit le bénéfice du coopérateur. Donc lui, il est un super gagnant là, il gagne plus 5. Tandis que le pauvre coopérateur, bah, lui, il a fait quelque chose, il a fait sa partie du boulot, mais il est remis en tort, donc il est perdant dans l'affaire. Donc, en termes de valeur sélective, qui est avantagé? C'est le tricheur qui est avantagé. Donc, le gène, la forme mutante de l'allèle, aura une valeur oméga supérieure. Donc, cette mutation-là va se répandre dans la population et petit à petit, notre population coopérative sera envahie par un comportement mutant égoïste. Et le résultat final, c'est que toute la population deviendra totalement égoïste. Et dans ce cas-là, à la fin, personne ne coopère avec personne et notre bénéfice net, c'est 0. Et ça, c'est aussi un truc très paradoxal en termes de génétique des populations parce que on avait commencé avec notre population, tout le monde coopérait et tout le monde avait un bénéfice net, donc notre valeur sélective était, je sais pas, 1 ou 3, par exemple ici. On fait opérer la sélection naturelle au sein d'une population. Le résultat, c'est que la valeur sélective globale de la population est baissée. Et c'est pas comme ça que c'est censé marcher. L'évolution est censée augmenter la valeur sélective moyenne de la population. C'est ce qu'on a vu dans les TD. Donc, c'est vraiment une situation un peu paradoxale. Donc, on a essayé de modéliser ça, et c'est aussi quelque chose qui vaut pour les relations humaines, comment on fait pour interagir et coopérer entre nous. Donc, c'était un problème qui intéressait les sociologues, les économistes, des choses comme ça, des gens dans les sciences sociales. Et ils avaient essayé de modéliser ce comportement par un jeu qui s'appelle le jeu du prisonnier. Et donc, l'idée, c'est que la police arrête 2 individus qui sont soupçonnés d'être responsables d'un crime. Ils n'ont pas assez d'éléments concrets pour les condamner, mais ils les mettent dans 2 cellules séparées et proposent à chacun un marché. Donc, ils proposent à chacun de cafeter sur l'autre et ils disent, OK, si vous l'incriminez, vous aurez une peine allégée, vous serez libéré. Et donc, le dilemme du prisonnier, c'est est-ce que je dois garder le silence ou trahir mon camarade? Donc, si tous les deux gardent le silence, ils vont écoper d'une peine courte de 6 mois. Si on accepte l'offre de la police, on va trahir le camarade. Lui, il va garder le silence. Dans ce cas-là, vous serez libre. J'ai l'impression que mes couleurs sont inversées là. Okay. Si vous trahissez et votre camarade garde le silence, vous serez libéré. Et lui, il va écoper 10 ans de prison.
si vous trahissez mutuellement, ben, vous serez tous les deux condamnés pour 5 ans. Donc, en fait, ça serait mieux pour tous les deux de garder le silence, mais si vous gardez le silence, vous risquez d'en prendre pour 10 ans parce que si votre camarade vous trahit. Donc ça, c'est le dilemme. Donc, je vais vous demander à chacun de regarder votre voisin dans les yeux. Chacun, vous négociez pas. Un des éléments importants ici, c'est que vous êtes séparés. Vous ne pouvez pas faire savoir ce que l'autre va faire. Chacun regarde l'autre dans les yeux. Vous notez sur un petit bout de papier, c'est coopérer ou T pour trahir. Et une fois que vous avez noté, vous montrez les choix. Okay, vous faites ça, tout le monde fait ça un tour. Et on va voir quel est le comportement là. Et pas de négociation au préalable. Hein. OK, donc on a les résultats par binôme là. Okay. Donc 2 par 2, pour chaque binôme, on a 3 possibilités. Okay. Soit les deux coopèrent, soit les deux trahissent, ou alors il y a un qui a coopéré et l'autre qui a trahi. Donc par binôme, s'il vous plaît. Vous levez la main. Combien on a de binômes? Tous les deux ont coopéré. Wow, plein. Les binômes, un a coopéré, l'autre a trahi. Levez la main. 1, 2. Oh, vous vous êtes fait avoir. TT, les deux, vous vous êtes trahis mutuellement. Deux binômes. OK. Donc, une large majorité de coopérateurs. Et donc, si on fait ça, ce type de truc, en beaucoup de... Donc, si on fait ça avec des populations un peu comme vous, jeunes adultes, étudiants dans la même fac, vous vous connaissez, c'est souvent ça le résultat. OK? Tout le monde coopère. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas d'autres je sais pas, critères qui entrent en jeu. OK, je la connais, je le connais, je sais que c'est quelqu'un de sympa, il va coopérer, donc je peux deviner ce qu'il va faire ou ce qu'elle va faire. Je veux pas être connu comme étant un tricheur, donc je vais coopérer. Je veux pas être vu comme quelqu'un de pas sympa. Donc il y a ce type de truc-là qui entre en jeu. Mais mathématiquement, c'est pas le comportement logique. Si on connaît rien sur l'autre personne, ok? Et je vais vous donner un exemple réel, ok? Que j'ai fait. Okay? Et aussi, une autre raison pourquoi on coopère là, ça coûte rien. Hein? On risque rien en réalité. Donc on coopère parce que c'est plus sympa. Alors,
je vais vous donner un exemple réel. Donc, c'était quand j'habitais à Londres, il y a super longtemps. Je m'en souviens toujours encore. J'étais en dehors de chez moi. J'étais là en train de dépanner mon vélo. Je m'avais un truc à faire. Il y avait un gars qui s'est approché de moi. Et il m'a expliqué, ah ouais, excusez-moi, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai perdu mon portefeuille et j'ai besoin de rentrer chez moi. Je ne peux pas acheter un billet de métro. Et je lui dis, écoute, oui, non, mais vous inquiétez pas, si vous pouvez juste me dépanner de 5 livres, je bosse là-bas, là, dans le coin, là, dans les boutiques, je passe souvent ici, je viendrai vous le rendre. Donc, il m'avait l'air quand même honnête, le gars. Ouais, ok, pourquoi pas. Allez, donc, je lui file les 5 livres. Donc, moi, j'ai coopéré, moi. Hein? J'ai payé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai plus jamais revu ce mec-là. Donc, dans une situation réelle, ok, un jeu de dilemme de prisonnier à un seul tour, comme ça, je ne l'ai plus jamais revu, c'était une interaction une seule fois, j'ai perdu. Et en fait, le comportement logique, c'est de ne pas coopérer dans un jeu de dilemme de prisonnier à un seul tour. Alors, la question, c'est, est-ce que ça va changer? Oh, voilà, c'est ce qu'on vient de faire. La question, c'est, est-ce que ça va changer si on fait des interactions répétées? Allez, tout le monde, allez, on s'amuse bien, là, on va essayer de continuer dans la bonne entente. Et donc, c'était quelque chose d'organisé à la fin des années 70 par un gars qui s'appelle Robert Axelrod. Et il a proposé un tournoi de jeux de dilemme de prisonniers itéré. C'est-à-dire qu'il a invité des gens à envoyer des algorithmes pour jouer différentes stratégies. Et chaque algorithme allait jouer contre tous les autres algorithmes et contre lui-même. Et à chaque fois, il jouait 20 tours de suite. Okay, donc, il n'y avait pas juste une interaction, coopérer ou trahir. C'était répété 20 fois. Donc, il y avait la possibilité pour que les algorithmes tiennent en compte ce qu'a joué l'adversaire dans les tours précédents. Et donc, les gens, ils avaient fait, bon, soit je coopère tout le temps, soit je triche tout le temps, et puis ils avaient différentes stratégies. Et à la grande surprise de tout le monde, la stratégie qui a gagné, c'était la stratégie tit for tat, qui était l'une des stratégies les plus simples qui était envoyée. Donc, tout ce qu'elle fait, tit for tat, il coopère au premier tour, et puis elle copie le dernier choix de l'adversaire. Et pourquoi c'était intéressant? Parce que tit for tat a permis de battre les tricheurs et instaurer la coopération. Donc, pourquoi tit for tat a gagné? Parce que contre les stratégies agressives, tit for tat ne se faisait pas exploiter, elle a perdu au premier tour, mais ensuite elle a repliqué. Donc on ne se fait pas avoir deux fois. Et contre les stratégies pacifiques, elle était capable de coopérer. Elle pouvait aussi coopérer avec elle-même. Quand tit for tat se rencontraient, bah, tous les deux ont commencé par coopérer, ensuite il y avait la coopération. Donc, ça c'est une conclusion, ma foi, assez positive. C'est-à-dire, même dans un monde de brut, où tout le monde essaie de maximiser pour soi-même, il est possible d'avoir l'évolution de la coopération, sous certaines conditions. Okay, les conditions importantes sont que les interactions sont répétées, que l'on coopère au premier tour, donc il faut être ouvert à la coopération, et que l'on ne se fait pas exploiter par les agressifs, qu'il y a une sorte de vengeance. Le retour du bâton, c'est important, parce que si on est trop sympa, ça laisse les défecteurs, les tricheurs gagner. C'est ça les leçons de tit for tat. Donc, voilà, donc ça pose des conditions pour permettre l'évolution de l'altruisme réciproque, indépendamment des coefficients de relation entre les deux partenaires. Donc, ce n'est pas dépendant d'une proximité génétique. Mais on n'a pas besoin donc, intelligence, je devrais peut-être changer ça, mais on n'a pas besoin des lois ou d'une autorité supérieure qui vous dit ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin de proximité génétique, on n'a pas besoin de négociation préalable. Donc la coopération peut émerger sous ces conditions-là.
Donc, sur le plan théorique, très très sympa. Encore une fois, on essaie de valider la théorie par les observations. Donc, dans les années 80, les biologistes de terrain, on cherchait des situations pour voir si tit for tat existe réellement en biologie. Et il y a quelques exemples qui existent, mais ces exemples sont rares dans le monde réel. Okay? Et le meilleur exemple qui soit, ce sont les chauves-souris vampires. Donc, comme je disais, il y a des échanges de repas sanguins entre les chauves-souris. Et ce qui se passe, c'est que quand les chauves-souris retournent à la grotte, celles qui ont mangé, on peut le voir parce que boire du sang, ça prend de la place. Donc la chauve-souris qui a bien mangé cette nuit-là, elle a un gros bidon là. Donc on peut reconnaître les chauves-souris qui ont mangé. Et les chauves-souris qui n'ont pas mangé, c'est un grand risque pour elles parce que voler, tout ça, ça prend beaucoup d'énergie. Donc si on ne mange pas pendant 2 nuits de suite, pratiquement on est mort là. Une chauve-souris qui ne mange pas pendant 60 heures, elle ne survit pas. Parce qu'après, elle est trop fatiguée pour voler, elle ne peut rien trouver à manger. Donc, les chauves-souris qui n'ont pas mangé vont s'approcher d'une chauve-souris qui a mangé et elles vont gratter un petit peu le ventre et solliciter un don de l'individu qui a mangé. Donc voilà, là, elle est en train de solliciter un don et si la chauve-souris accepte, bon, elle va se retourner et va regurgiter une partie de son repas sanguin à l'autre. Donc, c'est peut-être pas très sympa, vu comme ça, mais cela permet à cet individu-là de survivre. Donc, en regardant cette situation de près, on a remarqué que les dons de nourriture entre individus ne sont pas spécifiquement ciblés vers les parents, donc ce n'est pas un exemple de la kin selection. Les rôles donneur-receveur sont souvent inversés, donc c'est plutôt un exemple d'altruisme réciproque. Et les dons n'étaient pas vraiment donnés aléatoirement. Okay? Il y avait une sorte de mémoire chez les chauves-souris. Quel était le comportement de l'autre dans le passé? Donc, par exemple, si cette chauve-souris-là a par le passé refusé un don à cet individu ici, cette fois-ci, quand les rôles sont inversés, le donateur potentiel, il refuse. Et donc, c'est une application de tit for tat. Il s'est fait avoir une fois, et la dernière fois, non. Vous m'aviez refusé la dernière fois, donc cette fois-ci, je copie ce que vous avez fait. Et donc, c'est le meilleur exemple en vie réelle de l'application de tit for tat dans une population qui existe. Donc, c'est rare, ok? C'est un comportement rare. Et probablement, c'est rare parce que les conditions ne sont pas vraiment réunies dans la plupart des espèces animales. Pour avoir des interactions répétées, être capable de reconnaître qui est qui et se souvenir de leurs actions. Donc, intéressant sur le plan théorique. Donc, on va retourner, on va garder un peu l'altruisme réciproque et tit for tat en tête pour notre prochaine partie. Donc, un des éléments clés dans l'évolution de l'altruisme réciproque, c'était la nécessité des interactions répétées entre les deux partenaires. Et en écologie, en évolution, quand on a des cas où des espèces vont interagir ensemble sur le long terme, ça s'appelle la coévolution. Et la coévolution peut mener à la coévolution mène à l'évolution réciproque de deux espèces quand ils ont des interactions répétées à long terme. Donc ça peut être les relations de prédation. Donc la prédation va sélectionner l'espèce de proie pour les individus qui se cachent mieux. Et ça va sélectionner chez le prédateur une vision plus aiguë ou un odorat plus aiguisé pour trouver des individus cachés. Donc on a une course aux arrendements qui est un peu alimentée par la coévolution de ces deux espèces.
pour avoir les interactions de compétition sur le long terme. Souvent, ça mène à l'élimination des deux espèces qui sont en compétition. Le parasitisme, les parasites vont essayer d'éviter d'être virés par l'hôte. L'hôte va essayer de virer le parasite, donc on a une coévolution des deux espèces. Et le mutualisme. Donc, le parasitisme, on peut mettre en évidence que les parasites coévoluent avec leur hôte quand on regarde les arbres phylogénétiques de l'espèce hôte et l'espèce parasite, et on voit que les deux arbres phylogénétiques sont aussi complexes l'un que l'autre. Ce qui veut dire que chaque fois que l'hôte va subir un événement de spéciation, le parasite est obligé de se spécialiser aussi sur l'hôte. Donc, toutes ces interactions-là sont sur le long terme. Donc, il y a cette idée d'interaction sur le long terme entre deux partenaires. Donc, une des questions qui a été posée, enfin, qui est proposée par les biologistes, c'est de savoir, est-ce que les parasitismes peuvent évoluer vers un mutualisme? Ou est-ce que notre relation prédateur-proie peut évoluer vers le mutualisme? Pour le parasitisme, on a certaines idées sur les conditions qui vont permettre l'évolution d'une relation hôte-parasite vers un mutualisme. Et ce qui est important, c'est le mode de transmission. Donc, pour un parasite ou une maladie infectieuse, on peut avoir un mode de transmission horizontal, c'est-à-dire que moi, je vais le transmettre à des individus dans l'amphi, transmission horizontale. Ou sinon, on a pas mal de maladies et de parasites qui se transmettent de façon verticale. C'est-à-dire qu'à chaque génération, l'individu qui est infesté va transmettre ses parasites à sa descendance. Et ça, c'est important ici parce que si on a une transmission verticale, le parasite agit comme un élément génétique. Donc, si le parasite a un effet néfaste pour son hôte, il agit comme un élément génétique défavorable. Donc, on applique les génétiques des populations, c'est comme un allèle néfaste. Donc, le parasite devrait être éliminé de la population. Donc, si le parasite veut se maintenir dans une population avec un mode de transmission vertical, il doit diminuer sa virulence. Et ça doit évoluer vers le mutualisme. Donc, ça, c'est la considération théorique. Est-ce qu'on voit des exemples de ça, où on a un parasite qui développe un mécanisme de transmission verticale et ensuite évolue vers moins de virulence, il devient moins néfaste pour l'autre. Donc, un des meilleurs exemples, ce sont des alpha-protéobactéries qui peuvent exister sous forme pathogène, Rickettsia, Bartonella, Brucella. Ces espèces de bactéries-là ont un mode de transmission horizontal. On a aussi des symbioses, les rhizobiacées et les mitochondries. Mitochondries, c'est un mode de transmission vertical. Les rhizobiacées n'ont pas de transmission verticale. Et on a aussi les Wolbachia, qui sont on n'a que 10 minutes. Tout un groupe de bactéries intracellulaires qui parasitent les invertébrés. Et selon le groupe d'invertébrés, on a des relations soit mutualistes, soit parasitaires avec l'insecte hôte. Donc on a chez les Wolbachia quelque chose qui est quelque part entre un parasite et entre un symbiote. Et donc on a recherché les relations entre Wolbachia et les espèces hôtes. Donc les Wolbachia sont comme les mitochondries, c'est-à-dire sont des parasites intracellulaires, sont transmises par la lignée maternelle et chez l'adulte sont présents dans toutes les cellules de l'individu. Okay? Donc on devrait avoir une évolution vers plus de mutualisme. Donc chez les insectes, on voit qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça, parce que souvent, les Wolbachia sont néfastes pour l'hôte, mais elles se maintiennent parce qu'elles vont modifier la stratégie de reproduction de l'hôte. Mais il y a certaines interactions Wolbachia-insectes qui tendent à aller vers une relation mutualiste. Donc au moins, chez une espèce de guêpe
l'hôte est donc devenu totalement dépendante de sa parasite. Et aussi, on a commencé à détecter un avantage sélectif chez l'hôte quand elle est infestée par le Wolbachia. Et notamment, les insectes infestés par Wolbachia deviennent plus résistants aux infections par des virus. Donc, on a une situation réellement où on commence par un parasite, il se transmet par voie verticale, par transmission verticale, et ensuite deviennent mutualistes. Donc ça, c'est une voie d'évolution d'une relation hôte-parasite vers une relation mutualiste. Alors, est-ce que cela explique tout? Et la réponse est non. Donc, ce que l'on a vu pour les bactéries qui fixent l'azote, il n'y a pas de transmission verticale. Et ça, c'est aussi vrai pour d'autres symbioses, les lichens ou les coraux. Il n'y a pas forcément de transmission verticale. C'est-à-dire quand le coral, ici, va se reproduire, le partenaire animal va libérer tout un tas de petits zoospores là, qui vont devoir récupérer un endosymbionte, la partie photosynthétique. Donc il n'y a pas de transmission verticale, ils ne se reproduisent pas ensemble. Et par ailleurs, chez les lichens, le partenaire photosynthétique est capable de survivre et vivre très bien de façon indépendante. Ce qui n'est pas le cas chez les parasites ou les Wolbachia. Donc on est dans un système un petit peu différent, parce que, et dans ce cas-là, on n'a pas vraiment la transmission verticale. Donc peut-être c'est la dérive d'une relation prédateur-proie et non pas d'une relation hôte-parasite. On a un petit peu de temps là, donc je vais vous demander juste en 2 ou 3 minutes de réfléchir à cette question-là et d'appliquer un petit peu un raisonnement génétique des populations à cette question. Ok, c'est bon là pour tout le monde? Ok, c'est bon là? Ok. Donc, qui dit 1, on fait ça, le parasite va éradiquer l'autre. Quelques-uns. 2, la disparition du parasite. Qui dit que c'est ça la solution? Quelques-uns, mais plutôt 1. Et 3, un équilibre entre le parasite et l'hôte. C'est la réponse majoritaire, c'est le 3. Ah, ben, je pense que c'est faux là. Parce que les données de la question là. On commence ici. 90% de la population infestée, 10% non infestée. Notre parasite provoque une pathologie. Donc, la viabilité ou la fertilité de ces individus-là sera diminuée. Donc, à la génération suivante, bah, ils vont peut-être représenter 85%. Et les individus non infestés vont avoir un avantage sélectif. Si tout reste pareil, bah, on aura une diminution progressive de la fraction de la population qui est infestée, simplement parce que les individus infestés vont mourir plus vite ou vont se reproduire moins bien. Et ce sont des individus non infestés
qui finiront par prendre le dessus sur la population. Donc, si rien ne change dans la biologie parasite-hôte, le parasite est fini, là, à la longue. Il va disparaître. Oui, monsieur. Si quoi? Si le parasite... Si la pathologie est post-reproductionnelle. Oui, ça c'est. Donc quelque chose doit changer chez le parasite. Soit il doit ne pas tuer l'hôte jusqu'à ce que l'hôte a reproduit, donc c'est une atténuation de la pathologie, ou alors il doit changer son mode de transmission. Si on est... Non, pas reproduction ou viabilité. Si ça tue 10% des personnes qui sont infectées, on réduit la viabilité. Ou ça peut jouer sur la fertilité. C'est l'un ou l'autre. Okay. On peut discuter à la fin si vous voulez, parce qu'on n'a plus le temps là. Okay. Donc, voilà. Et on termine avec... On a 4 minutes qui restent. Et ça va être 4 très bonnes minutes, vous allez voir. OK? Donc, on finit avec un résumé parce que, OK, par la suite, depuis 15-20 ans, on a des mathématiciens qui sont intéressés à la biologie. Ils ont regardé toutes ces questions-là. Alors, quelles sont les différentes conditions qui permettent l'évolution de la coopération? Donc, il y a la kin selection. Et ici, ce qui est important, c'est le degré de relation génétique entre les individus. On a vu altruisme réciproque, tit for tat et tout ça. Ce qui est important ici, c'est le W, là, c'est la probabilité d'une deuxième rencontre. C'est la nature répétée des interactions. Un autre truc, c'est l'altruisme indirect. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est ici le bleu foncé. Il aide le partenaire rouge, mais le rouge, il ne rend rien. Mais le bleu, il dépend de quelqu'un d'autre dans la population qui va lui rendre quelque chose plus tard. Et ce qui est important, c'est la réputation. Okay, je suis connu pour être sympa, donc quelqu'un d'autre va être sympa avec moi. Et on a l'impression que, dit comme ça, on peut penser que on est dans le monde de bisounours, tout le monde est sympa avec tout le monde, ça va être chouette. Mais c'est pas vraiment ça. C'est beaucoup plus concret que ça. Quand je vais à la boulangerie ce matin, okay, la boulangère, elle m'a donné du pain, quelque chose qui m'aide à survivre, à maintenir ma viabilité. Qu'est-ce que je lui ai donné? Je lui ai rien donné qui l'aide pour améliorer sa viabilité ou sa fertilité. Je lui ai donné quoi? Une pièce de monnaie. C'est quoi? C'est une promesse que quelqu'un d'autre va lui donner quelque chose dont elle a besoin. Donc l'économie, l'argent, la monnaie, c'est ça. C'est l'altruisme indirect. Et c'est ça qui fait tourner la coopération sur la plupart des sociétés humaines. Ce n'est pas juste par le kin selection et l'altruisme réciproque. C'est ça. C'est l'argent. Réciprocité sur réseau, c'est un petit peu la même chose, selon moi, que l'altruisme réciproque. On interagit avec ses voisins. Et la dernière chose, c'est que quand on regarde bien, si vous vous souvenez, M. Wynne Edwards, les théoriciens, lui avaient dit, mais non, vous avez tort. La compétition entre individus au sein du groupe sera toujours plus forte que les bénéfices de coopération au sein du groupe. Quand on regarde ça bien, en faisant des bons modèles mathématiques, on trouve que c'est faux. Sous certaines conditions, la sélection de groupe peut être bénéfique, peut être avantageux. Et cela dépend de la taille maximale du groupe et le nombre de groupes. Et c'est ça qui va déterminer qu'est-ce qui est le plus fort, compétition entre individus au sein d'un groupe ou la compétition entre groupes. OK, donc je vous laisse avec ce résumé-là. Je vous libère et puis, on se revoit peut-être demain matin.